Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un problème du quotidien qui est celui des fausses routes alimentaires chez les personnes qui ont une maladie neurologique. C'est un problème fréquent qui est très angoissant pour la personne malade et aussi très stressant souvent pour les accompagnants. Alors vous savez que quand on avale de travers habituellement, on a un mécanisme physiologique qui permet, par le biais d'une toux vraiment très importante, de rejeter généralement l'aliment qui est passé dans le mauvais trou. Mais il se trouve que dans les maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, ce mécanisme physiologique est un petit peu paresseux et les personnes ont tendance, quand la maladie évolue, à avoir plus souvent que d'autres des fausses routes alimentaires. Alors, il n'y a pas de traitement pour les fausses routes alimentaires, on n'a pas de médicaments pour éviter ça. Et la seule façon qu'on ait, c'est d'utiliser des moyens de prévention. Alors pour pouvoir prévenir les fausses routes, eh bien, il faut comprendre ce qui favorise dans l'alimentation et dans la façon de s'alimenter les fausses routes alimentaires. Alors on va envisager 4 choses qui sont des éléments favorisants. Le premier élément, ça va être la quantité d'aliments. Le deuxième, ça va être la texture des aliments. Et puis la température de ce que l'on mange, et enfin l'absence de saveur. Premier point, la quantité d'aliments. Quand on mange une grosse cuillerée, une fourchette très importante d'aliments, ça va être plus difficile à avaler, on le sait tous, et quelquefois les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ont tendance, comme les jeunes enfants, à remplir la bouche avant d'avoir complètement avalé la première bouchée, et se retrouvent avec des grosses quantités d'aliments dans la bouche, ce qui va bien sûr être plus difficile à avaler. Quand on donne à manger à une personne, il va falloir aussi faire attention à ça. Une grosse cuillerée, c'est quelque chose de plus difficile, donc ça va être aussi quelque chose de plus fatigant. Il faut se souvenir que le temps du repas chez une personne malade, même chez une personne en bonne santé d'ailleurs, le temps du repas est un temps d'effort. Alors chez quelqu'un qui est malade, qui est âgé, qui est fatigué, cette fatigue va se traduire aussi au niveau du repas, et si on donne des quantités trop importantes, eh bien la personne va être fatiguée, va avaler plus facilement de travers et peut-être va aussi arrêter même de manger ou refuser de manger. Donc première chose, la quantité. Deuxième chose, la texture des aliments. Alors bien sûr on pense à la texture liquide, c'est vrai qu'on avale plus facilement de travers un liquide qu'un solide. On a un petit clapet dans le fond de la gorge quand on avale qui se ferme, de manière à éviter l'aliment de passer dans la trachée, et en cas de boisson, quelquefois la boisson arrive très vite au fond de la gorge et le clapet n'a pas le temps de se mettre en route, donc le liquide occasionne plus facilement des troubles de déglutition que l'aliment solide. En ce qui concerne l'aliment solide, il faut penser à 2 formes d'aliments solides. Le premier, c'est l'aliment pâteux, par exemple une purée trop épaisse. Ça va être plus difficile à avaler, ça va coller quelquefois au palais. Et puis le deuxième aliment solide qui va favoriser les fausses routes, c'est ce qu'on appelle les aliments solides fragmentés. Ça, on n'y pense pas toujours. C'est par exemple les grains de riz, quand le riz est consommé comme légume. Le riz au lait n'a pas cet inconvénient-là. C'est la semoule, par exemple la semoule de couscous, qui a aussi des petits grains. La semoule au lait n'aura pas cet inconvénient-là. Donc les petits grains de la semoule ou du riz, ce qu'on appelle les aliments fragmentés, vont favoriser les fausses routes, et dans le service de soins de longue durée dont je m'occupais, on avait vraiment banni le couscous comme légume pour tous les patients qui avaient tendance à faire des fausses routes. Un autre élément important de la texture, c'est le mélange solide-liquide. Souvent, on le fait avec beaucoup de bonne volonté, on pense que le fait de tremper du pain dans du café par exemple, ça va être plus facile. Je sais que dans le service où j'étais, on utilisait beaucoup ça, on appelait ça de la choulade. On mettait du pain beurré trempé dans le bol de café. Et à ce moment-là, le corps a du mal à faire la différence entre le liquide et le solide, et ça va favoriser les fausses routes. Même chose si on donne à boire à la personne un jus de fruits avec de la pulpe. On a aussi ce mélange solide-liquide. Donc faire attention aussi à ne pas utiliser si possible ces mélanges. Ça, c'est pour ce qui est de la texture. En ce qui concerne maintenant la température de ce que l'on mange, eh bien plus la température de l'aliment va être proche de la température du corps, donc 37 degrés, donc une alimentation tiède, ce qu'on mange quand même le plus souvent, plus le corps va avoir du mal à faire la différence entre l'aliment et la gorge, et plus on va avoir tendance à faire des fausses routes. Donc ça, il faut vraiment y penser chez quelqu'un qui fait beaucoup de fausses routes, à donner plutôt des aliments froids.
Et puis le dernier point important, c'est l'absence de saveur. Quand on vieillit, on perd souvent le goût, on perd souvent l'odorat, et si en plus on donne à la personne qui a déjà moins de potentiel à ce niveau-là, un aliment qui est vraiment très fade, eh bien dans la bouche, la personne va avoir du mal à savoir qu'elle a quelque chose en bouche, et donc ça va aussi favoriser les fausses routes. Donc vous voyez qu'au niveau déjà de la texture des aliments, c'est important, de la température et aussi de la saveur. Alors en parallèle à ces facteurs favorisants, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la personne avale de travers? La première chose, très très importante, c'est la posture, la position de la personne qui va se mettre à table ou à qui on va donner à manger. Quand on est à table, en général, on a le dos bien droit et on a la tête un petit peu penchée en avant. Quand on est malade, quand on est dans un lit, très souvent on n'est pas bien assis, on a tendance à être un peu en arrière et la tête relevée. Donc on a tout ce qu'il faut pour avaler de travers. Donc attention, si la personne est dans son lit, à redresser le lit, mettre un oreiller, et comme généralement ça n'est pas suffisant, rajouter un petit oreiller derrière la tête, de manière à ce que la tête soit vraiment un petit peu penchée en avant. Ça c'est la première chose. Même chose si la personne est dans un fauteuil. La deuxième chose, c'est la position de l'aidant quand on donne à manger à une personne qui ne peut pas s'alimenter seule. Il est important d'être à la hauteur de la personne, voire même un petit peu en dessous, de manière là aussi à éviter que la personne relève la tête pour nous regarder ou pour voir arriver la cuillère. Autre élément important, si cette personne a fait une hémiplégie, si elle a donc un déficit moteur, une paralysie du visage ou une paralysie du corps, eh bien il vaut mieux que la personne qui donne à manger se trouve du côté de la paralysie. Même chose si la personne s'alimente seule, il vaut mieux lui tourner un petit peu la tête vers le côté paralysé. Ça évitera aussi des fausses routes. Ça c'est pour ce qui est de la position, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième chose, les outils qu'on va utiliser. La table sur laquelle va être posée l'assiette, si la personne s'alimente seule, il est important que cette assiette ne soit pas trop loin de la personne, que la table soit à la bonne hauteur, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de chemin entre l'assiette et la bouche, sinon on va risquer de perdre des aliments et au bout d'un certain temps, la personne risque peut-être de se fatiguer et tout simplement d'arrêter de manger. Alors, très souvent quand on est en fauteuil roulant, il est très difficile de glisser le fauteuil roulant sous la table de salle à manger par exemple ou la table de la cuisine. Alors il vaut mieux dans ces cas-là acheter une petite table adaptable. On trouve ça dans tous les magasins, les pharmacies qui vendent du matériel médical, même dans les magasins de meubles d'ailleurs. Ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être très utile pour régler à la fois la hauteur de la table et la distance entre la table et le malade. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, les outils qu'on utilise pour manger et pour boire. Première chose, le verre. On va utiliser de préférence un verre assez large, assez évasé. Toujours la même chose pour éviter que la personne soit obligée de lever la tête pour boire. De la même manière, on va remplir le verre. Car si vous avez un tout petit peu de liquide au fond du verre, ce qu'on fait souvent pour donner les médicaments, comme on veut être sûr que la personne avale vraiment tout le médicament, on met dans un petit peu d'eau au fond du verre. Et ça oblige vraiment à relever la tête pour boire. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, hein. Un verre assez large, un verre plein, et surtout éviter ce qu'on a tendance à utiliser parfois, qui sont les verres, ce qu'on appelle des canards. Ce sont des verres avec un couvercle et une petite tétine, car là aussi c'est quelque chose qui favorise, qui a tendance à favoriser les fausses routes. On peut aussi utiliser des verres avec une petite anse, qui est quelquefois plus facile à tenir pour la personne malade. On trouve ça en matériel médical, mais on trouve ça aussi, moi j'ai trouvé ça une fois avec une carafe avec des verres à jus de fruits. Donc ça rend plus facile l'appréhension du verre. Et puis en ce qui concerne cuillère et fourchette, eh bien très souvent la cuillère à café c'est pas assez, la cuillère à soupe c'est trop. Alors repensez à la cuillère à dessert. Autrefois on faisait souvent ça en cadeau de naissance. On offrait une cuillère et une fourchette en argent, et comme c'était destiné à des jeunes enfants, c'était le format intermédiaire de la cuillère et fourchette à dessert. Alors recherchez peut-être dans vos fonds de tiroir, vous en retrouverez peut-être. Sinon, faites l'investissement d'acheter une cuillère et une fourchette à dessert. C'est quelquefois très utile car c'est vraiment le format le mieux adapté. Sachez aussi qu'au niveau des assiettes, si votre assiette a tendance à déraper, à glisser sur la table, on vend dans toutes les grandes surfaces des petits tapis antidérapants qu'on peut découper à la bonne dimension. On met ça sous l'assiette et c'est très pratique, ça évite à l'assiette de glisser sur la table. Les gens qui ont des camping-cars connaissent bien ça, car on met ça dans les placards du camping-car pour éviter
que les choses se glissent et dérapent. Et puis pensez aussi, si vous avez quelqu'un qui a fait une hémiplégie, on vend dans les magasins spécialisés des assiettes pour hémiplégiques. Ce sont des assiettes qui ont un rebord d'un côté, ce qui rend plus facile l'appréhension des aliments, hein, et en particulier quand vous avez à manger des petits pois, c'est plus facile pour récupérer les petits pois. Voilà pour ce qui est du matériel. Alors maintenant, pour ce qui est du comment faire quand on met à table une personne qui a tendance à faire des fausses routes ou qu'on va lui donner à manger. La première chose, c'est de prendre le temps. Un repas chez une personne âgée qui a une maladie comme la maladie d'Alzheimer, il faut prendre au moins une demi-heure, peut-être un peu plus. Alors là aussi, il y a des petits moyens. On peut utiliser des assiettes avec un double fond dans lesquelles on peut mettre de l'eau chaude. On peut utiliser aussi le micro-ondes pour réchauffer en milieu de repas les aliments peut-être. Dans tous les cas de figure, il faut vraiment s'installer et prendre le temps. Deuxième chose importante, s'assurer que la personne est suffisamment réveillée pour pouvoir s'alimenter sans trop de fausses routes, car si on est un petit peu endormi, c'est vraiment la porte ouverte aux fausses routes. Peut-être qu'il faudra mieux attendre un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure, qu'elle soit un peu plus en forme pour lui donner à manger. Troisièmement, très souvent on a tendance, quand la personne a du mal à avaler, à donner des conseils, mais avale, ta bouche est pleine, avale, et généralement c'est pas très efficace. Alors plutôt que de donner des conseils, eh bien il vaut mieux commenter le menu, dire ce qu'on a mis dans l'assiette. Tu vois, aujourd'hui, la purée verte, là, c'est une purée de petits pois. Tu te souviens, je faisais souvent ça pour les enfants quand on revenait du travail, qu'on était pressé, etc. Donc, donner aussi des souvenirs, donner envie aussi à la personne. Quand on regarde la carte d'un menu au restaurant, s'il y a une photo avec un très joli plat, on a envie de rentrer dans le restaurant. Et bien là, ça va être un petit peu la même chose, redonner envie en commentant le menu, plutôt que de conseiller d'avaler. Ça permettra aussi un contact, une communication, ça permettra de maintenir la personne réveillée. Et puis, quand la personne a du mal à ouvrir la bouche, c'est souvent une difficulté chez les patients Alzheimer. Eh bien, la façon la plus délicate et la plus efficace, c'est d'approcher la cuillère et de toucher très délicatement la lèvre inférieure avec la cuillère et d'attendre quelques secondes. Et souvent, il va y avoir un mécanisme réflexe et la personne va ouvrir la bouche spontanément. Autre chose aussi, si vous ne savez pas si la personne a avalé, eh bien, regardez la gorge. Quand on avale, la pomme d'Adam descend. Hein, on voit très bien quand la personne a dégluti. Donc si vous avez un doute, regardez de temps en temps si vous avez l'impression que la personne déglutit ou pas. En ce qui concerne les liquides, on a dit qu'il valait mieux éviter les liquides tièdes, donc utiliser de préférence des liquides froids, mettre la bouteille d'eau au réfrigérateur. Utilisez aussi préférentiellement des liquides gazeux. Des liquides avec des bulles et des grosses bulles occasionnent moins de fausses routes que de l'eau plate par exemple. On peut aussi épaissir les liquides. On vend en pharmacie des produits qui permettent d'épaissir les liquides. Et en matière de jus de fruits, plutôt que d'utiliser un jus de fruits avec de la pulpe, on se retrouve dans le cas de figure mélange solide-liquide, on va plutôt utiliser des jus de fruits sous forme de nectar, qui sont des liquides beaucoup plus épais et qui souvent passeront mieux. Pensez aussi, en ce qui concerne les aliments solides, à mettre un petit peu de sauce. Alors pas trop, pour ne pas se retrouver dans le cas du mélange solide-liquide, mais un petit peu, ça peut aider à faire passer un peu de viande ou un peu de poisson. Et puis surtout, quand la personne a du mal à avaler, qu'elle a une bouchée qui manifestement ne passe pas, souvent on a envie de dire « bois un petit peu, ça va passer ». Et c'est pas la bonne astuce. Car très souvent, à ce moment-là, on va entraîner une fausse route du fait du mélange solide-liquide. Donc il vaut mieux attendre patiemment que la personne ait avalé, peut-être même vider la bouche de cette bouchée qui manifestement ne passe pas. Là après on fait boire un petit peu et on recommence à alimenter la personne. Et puis le dernier point vraiment très très important aussi, c'est celui de l'hygiène bucco-dentaire. Quand on a une bouche en bon état, on a envie de manger. Si ça vous est arrivé d'avoir une petite lésion, vous avez été chez le dentiste, vous avez été un peu blessé peut-être, vous avez un aphte, ça dégoûte vraiment de manger, c'est vraiment extrêmement douloureux à ce moment-là l'alimentation, et il faut penser chez quelqu'un qui brutalement refuse de manger à vérifier s'il n'y a pas justement une lésion comme ça. On vend actuellement des produits qui sont un petit peu comme du vernis, qu'on met à l'intérieur de la bouche sur la lésion, qui sont des anesthésiants, c'est très très efficace, et ça peut vraiment permettre à la personne à nouveau de s'alimenter normalement le temps de la guérison. Et puis pensez aussi à bien entretenir l'appareil dentaire. Et chez un patient Alzheimer, quelquefois l'appareil dentaire est plus une gêne qu'une aide au niveau de l'alimentation. Très souvent ces patients-là ont maigri,
on n'arrive pas à adapter l'appareil dentaire parce que la personne n'accepte pas d'aller chez le dentiste, ne coopère pas, et il faut savoir à ce moment-là enlever l'appareil dentaire. C'est quelquefois moins dangereux qu'un appareil dentaire qui se promène dans la bouche et qui n'est pas très utile. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire comme méthode de prévention, comme conseil un petit peu. Si malgré tout votre personne a avalé de travers, eh bien à ce moment-là, vous savez que les secouristes disent qu'il faut donner une grande tape dans le dos. Alors il semblerait que chez les patients avec des troubles neurologiques, c'est peut-être moins évident et qu'il vaut mieux d'emblée utiliser ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich, qui est une manœuvre qui consiste à se mettre derrière la personne. On met les deux mains devant l'abdomen de la personne, devant l'estomac de la personne, on se met derrière et on appuie brutalement sur l'abdomen, ce qui provoque une hyperpression et en général le rejet de ce qui est passé de travers. Si vous voulez plus d'informations sur cette méthode, je pense que sur internet vous allez trouver facilement des vidéos qui expliquent comment faire. Voilà pour ce qui était de ce sujet un petit peu stressant pour les familles, stressant pour les patients, des fausses routes alimentaires. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vais vous conseiller 2 livres. Le premier livre qui m'a aidé pour cette vidéo, qui s'appelle « Vivre au quotidien avec des troubles de la déglutition ». C'est un livre qui a été fait conjointement par une orthophoniste, une ergothérapeute, un médecin gériatre et un kiné aussi, je crois, et qui reprend de manière beaucoup plus détaillée tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous donnerai les coordonnées de ce livre au bas de cette vidéo. Et puis le deuxième livre, qui est un livre très agréable, très sympa, c'est un livre de recettes, 80 recettes de cuisine pour les patients qui ont du mal à avaler, et donc des recettes d'aliments mixés. Et même pour ceux qui n'ont pas de trouble de déglutition, c'est une mine d'or avec énormément de recettes très sympas. Alors si vous n'aimez pas faire la cuisine, offrez-vous ce petit bouquin, il coûte pas cher, il est vraiment très utile. Là aussi, je vous donnerai les coordonnées en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous avoir été utile et à bientôt dans une prochaine vidéo.